moi je suis Mathieu Lallemand, je suis chef de projet dans une petite société, pas petite, une société informatique de la région. Et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est le management 3.0. Parce qu'en fait, c'est un management qui est hérité des méthodes agiles. Donc quand on est dans l'informatique, on connaît l'agilité, au moins, si on la pratique pas, on la connaît. Et donc ça, c'est l'agilité appliquée au management. Est-ce que ça va vous servir? Je sais pas. Est-ce qu'il y en a ici qui gèrent des personnes? Levez la main, s'il y en a. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc les autres sont dans le cas dans lequel j'étais, c'est-à-dire qu'en gros, souvent, soit on est indépendant, donc là c'est vraiment la belle vie, soit, entre guillemets, soit on a un chef au-dessus de nous. Et ça, c'était mon cas encore assez récemment, il y a 5 ans. Au tout début, quand j'ai commencé dans ma boîte, en fait, j'avais 5 chefs au-dessus de moi. C'est très facile à gérer. Et donc après, j'en ai eu plus qu'un. Et après, en fait, on m'a dit maintenant t'es chef. Et ça raconte un peu mon histoire. Alors, c'est quoi manager? Alors ça, c'est ma vision de ce que c'est que manager. J'invite tout le monde à réfléchir sur sa vision à lui. La mienne, c'est ça. Donc, avant d'être chef, moi, j'étais un boss. C'est-à-dire que j'en avais rien à faire. Que les autres aient du mal à me suivre. C'est pas grave. Je suis là pour faire mon taf. Je suis là pour faire du chiffre. Et tant pis. Si les autres ont du mal à comprendre pourquoi ce que je fais c'est bien et pourquoi ça marche, je ne suis pas là pour leur expliquer. Le management, en fait, alors il y a des managers qui sont comme ça, mais pour ceux qui vivent ça, c'est difficile. Quand je suis arrivé chef de mon service, j'avais tendance à vouloir que tout le monde soit comme ça. Ça marche pas bien. Le management tel que moi je le trouve super intéressant, c'est celui du leader qui sait où il faut aller, il va vouloir faire monter tout le monde et il va attendre tout le monde et il va les aider à monter. Le management 3.0, c'est un peu ça. Alors, comment j'ai évolué? Parce que je parle bien de moi. En 1.0, c'était dire à quelqu'un, tu réfléchis pas, tu fais ce que je te dis. C'est moi qui décide, c'est moi le boss, c'est moi qui ai l'expérience, tu réfléchis, tu comprendras plus tard. Ça marche un petit peu, mais à un moment, les gens disent putain, mais c'est vraiment un peu con en fait. Du coup, forcément, ils ont moins envie de travailler avec vous. Parce qu'en plus, ils ont l'impression que c'est uniquement sur vous que la gloire va gagner. Alors, il y a le management 2.0, là, on prend une méthode agile célèbre, et puis on dit bon, allez, plutôt qu'on travailler, c'est moi qui décide, et puis les autres font, on va essayer de prendre une méthode, et puis on va l'appliquer à la lettre pour être plus efficace, parce qu'on ne va pas travailler tous pour un, mais on va travailler tous ensemble. D'accord? Donc on commence à avoir la notion de groupe. Et en effet, on arrive à un truc qui s'appelle l'efficacité. Et ça, c'est vraiment la méthode agile. Par exemple, Scrum est une méthode agile, connue, qui a fait ses preuves. Et puis forcément, il y a encore un peu de place. Parce que en fait, Scrum, si on l'applique à la lettre, dans la majorité des cas, en fait, ça se passe pas forcément très bien. On va avoir des freins qui sont inhérentes au fait qu'on soit une société qui soit différente d'une autre société. Et donc, quand on essaye d'appliquer une règle telle qu'elle, ça marche pas. Par contre, il y a plein de choses intéressantes dans toutes les méthodes agiles à prendre. Et quand on arrive à une certaine maîtrise de l'agilité, on comprend la philosophie et on va prendre uniquement les choses, non pas comme des méthodes, mais comme des outils. On va prendre par exemple le planning poker comme un outil. On va prendre la notion de vélocité comme un outil. Et on va faire en fait notre propre sauce. Et là, en fait, il se passe un truc, c'est que on est déjà efficace, mais on va juste essayer d'être encore plus heureux en fait dans notre travail. Et quand on fait ça, on arrive au management 3.0. Alors si on image, voilà, c'est le parrain, voilà, c'est moi le boss, faut écouter la famille. Dans la méthode 2.0, c'est pour mon fils que j'ai pris ça parce que ça va lui faire plaisir, c'est monsieur à l'envers, c'est-à-dire qu'on a pris la méthode mais on en a fait un peu n'importe quoi. Et pourtant on est content parce que ça marche pas trop mal, on a un chapeau et une canne. Par contre quand on regarde à l'extérieur comment on s'en sert, ça fait un peu rire. Et le 3.0, on est beaucoup plus dans une stratégie, où on va savoir en fait les forces et les faiblesses de chaque méthode, et on va pouvoir dire, ok, pour aller là, je vais utiliser ça, pour aller là, je vais utiliser ça. Et en management agile, on va faire exactement la même chose sur les personnes, en fait, pour se dire, cette personne-là, elle a besoin de ça pour s'épanouir, et si elle s'épanouit, elle va être heureuse, et si elle est heureuse, elle va être productive, et si elle est productive, je vais gagner de l'argent. Le bonheur fait gagner de l'argent.
Alors, je vous parle de méthode agile, je suis pas sûr que je vois des agilistes ici ça et là, je suis pas sûr que tout le monde soit bien sensibilisé à ça. Alors, pour pas faire une rétrospective qui va durer super longtemps, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous parler de la méthode Kaizen, en fait, parce que c'est un truc qui date de 1987, je crois, ça. Voilà. C'est Masashi Imai qui l'a écrit, qui fait du conseil en management au Japon. Et c'est un monsieur qui est né en 1930. Alors ce qui est très marrant, c'est que c'est quelqu'un qui a l'âge de ma grand-mère et qui nous explique comment aujourd'hui on peut travailler mieux. C'est formidable, je trouve. Et ce monsieur-là, il a écrit le Kaizen. Alors le Kaizen, c'est deux choses. C'est le changement pour le meilleur, pour le bien, pour ce qui va me faire du bien en fait. Et il a écrit donc un livre, mais qu'on peut résumer en 12 règles. Alors on va pas passer sur toutes, hein. Je vous les ai mises parce que je vous transmettrai le document si vous voulez lire, mais qui a écrit 12 règles en fait pour améliorer les produits. Alors on peut utiliser ça pour améliorer les produits, on peut l'utiliser aussi pour améliorer le travail d'une équipe, et on peut aussi l'utiliser pour améliorer la façon dont on va travailler avec les gens. Alors j'avais noté, je crois, le tirage de l'auto c'est 1, 4, 6, 8. Donc le 1, abandon des idées fixes, refuser l'impossibilité de changer une situation. C'est déjà se dire, il n'y a rien d'impossible. La 4, ne pas chercher la perfection, résoudre les problèmes de 60% dès maintenant. C'est quelque chose, c'est tout bête, mais en fait, plutôt que de chercher la solution idéale pour résoudre le problème, on va juste essayer de travailler 60% mieux en fait, avec les gens. Trouver des... non, c'est pas ça, c'est corriger chaque erreur immédiatement sur place, parce qu'on se rend compte en fait que ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, ceux qui peuvent changer les choses, c'est pas la direction en fait qui va pouvoir le faire. Et ça, c'est une idée super importante dans le management 3.0. C'est se rendre compte que ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, c'est justement l'ensemble, enfin l'immense majorité en fait de cette assemblée. C'est-à-dire que quand on est chef, on peut juste enlever les freins pour que la base puisse vraiment être productive. On peut rien faire d'autre. Et on peut mettre en place le terreau en fait, pour que les gens puissent s'épanouir et être plus productifs. On peut absolument pas forcer quelqu'un à travailler mieux. C'est pas possible. On peut juste lui donner les bonnes conditions pour qu'il puisse travailler mieux. Il y avait quoi d'autre? Il y avait inciter chaque personne à émettre une idée au lieu d'attendre l'idée géniale d'un seul. Ça, c'est super important aussi parce que ça veut dire que si vous avez 30 personnes dans votre service, en gros, vous avez 30 cerveaux qui sont capables de réfléchir en parallèle sur une bonne solution. Plutôt que d'avoir un cerveau qui va dire aux 30, sans doute à l'un des 30, ce qu'il doit faire. Et ça, en fait, en termes de management, vous boostez complètement votre équipe. L'amélioration est infinie, elle commence chez soi. Ça veut dire que ça aussi, ça rejoint en fait ce qu'on a dans, je sais plus où on dit, ou l'autre, je ne sais plus laquelle. Ça veut dire qu'en fait, il faut non pas chercher la solution chez les autres. La solution, souvent, elle est chez soi-même en fait. Et si on s'améliore soi-même, en changeant une habitude, en changeant quelque chose, eh ben, on va permettre de s'améliorer et d'améliorer aussi le travail de l'ensemble de sa société ou de son équipe. Parlons du management 3.0 parce que on aurait pu mettre un petit TM au-dessus là-haut. C'est ce monsieur-là en fait qui l'a théorisé, si on veut bien. Ce monsieur-là, c'est Jürgen Appelo, auteur et consultant en management, spécialiste des méthodes agiles. Bon, il est quand même dans le top 50 des experts en leadership du monde. C'est quand même quelqu'un qu'on peut lire, parce que ça peut être intéressant ce qu'il dit. Top 100 des conférenciers en leadership. Et il a écrit des bouquins, donc le Management 3.0. Et celui dont on va regarder un petit peu plus quelques exemples, c'est le Management 3.0 Workout. C'est des exercices en fait. Le workout, c'est un peu comme quand vous faites de la muscu. Bah là, c'est pareil, sauf que ça va être avec des petits exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre travail en équipe. Alors, lui, il définit ça. Le Management 1.0, c'est Do the wrong thing. Donc vous faites la mauvaise chose. 2.0, vous faites la bonne chose mais mal. D'accord. C'est exactement ce que j'ai fait avec la méthode Scrum, moi. Et 3.0, c'est faites la bonne chose. Donc la philosophie de la méthode, il s'agit de travailler ensemble pour trouver un moyen plus efficace pour une entreprise d'atteindre ses objectifs, tout en maintenant le bonheur de ceux qui travaillent comme étant une priorité. C'est quand même sympa. Ça veut dire que le but de la méthode, en fait, c'est que les gens qui travaillent, ils soient heureux. Et ça, avoir du bonheur à travailler, c'est compliqué à comprendre, en fait, tant qu'on ne l'a pas expérimenté.
Son objectif, en fait, c'est de fidéliser les gens, d'améliorer le travail, et alors, delight clients, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, c'est d'avoir une expérience client savoureuse. Je sais pas engager les gens, ça veut dire que les gens sont tellement heureux de travailler pour vous, avec vous, qu'ils vont vous donner beaucoup plus que ce qu'ils auraient donné à un patron qui leur aurait juste demandé de venir travailler. Alors c'est nouveau, hein, ça fait longtemps que ça existe ces méthodes-là, mais on entend de plus en plus parler. On entend parler de bonheur au travail, il y avait un reportage sur Arte il n'y a pas longtemps là-dessus. Et le pire, c'est que ça marche en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment heureux dans leur travail, ils vont être beaucoup plus engagés, ils vont travailler mieux, ils vont faire moins d'erreurs, ils vont venir travailler plus souvent, ils vont même peut-être faire des heures supplémentaires, ils vont pas demander à se les faire payer, forcément. Et à partir du moment où... Ben non, mais c'est vrai. Et à partir du moment où les gens, ils ont l'impression vraiment de participer à quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui leur donne envie de venir travailler parce qu'ils en retirent quelque part du bonheur, du plaisir, et ben vous allez libérer des freins de développement en fait, au sein de vos sociétés, quelque chose de phénoménal. Et en plus, c'est agréable. Donc en fait, il a fait un petit site management 3.0 parce que forcément, il y a un peu de merchandising derrière. Sinon, ça ne serait pas vraiment une méthode agile, il faut le dire. Mais bon, on peut quand même, avec le bouquin, Workout qui doit se trouver, je crois, sur Internet gratuitement, on peut quand même comprendre tout ce qui se passe. Alors, on y va. Première chose à faire. J'ai choisi 2 exemples. Première chose à faire, si vous êtes en train de manager une équipe, c'est de vous taire et d'écouter les gens. C'est bête, hein? C'est super bête, en fait. Mais comment on fait concrètement? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, super. Ok, bah, je vais essayer de me taire et puis d'écouter, mais je fais ça quand, je fais ça comment, etc. Et bien en fait, vous prenez le temps. Nous, ce qu'on essaye de faire, assez régulièrement, alors il n'y a pas d'intervalle, c'est pas tous les 3 mois, toutes les semaines, mais c'est régulièrement, en fait, c'est de faire un entretien individuel régulier. C'est-à-dire que moi, je vais voir chacun des gars qui sont dans mon équipe, et puis on se parle. On se parle, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Moi, je me tais, j'écoute. Je suis attentif au non-verbal, voir s'il y a un malaise ou quelque chose comme ça. On est juste tous les deux dans une pièce, si bien qu'on peut limite tous dire. Et bah, ça va faire sauter des choses, et ça va faire en sorte qu'on comprend aussi beaucoup mieux pourquoi certaines personnes performent et d'autres ne performent pas. On est capable, en tant que manager, d'apporter des solutions à ces personnes-là, mais on est aussi capable de leur dire, ok, bah, de les rassurer aussi, peut-être tout simplement. C'est un peu comme si vous faisiez un entretien annuel, sauf que vous le faites régulièrement, donc 6 fois par an, 8 fois par an. Faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre, et essayer de comprendre son point de vue sans imposer le sien. C'est capital. C'est juste, à un moment, j'écoute vraiment ce que me dit l'autre, en fait. Je ne me projette pas en train de dire « faudrait que tu corriges ça, ah non, ça va pas ». Juste non, j'écoute, et puis je dis « bah ouais, je comprends ». Et j'essaie de vivre un peu ce qu'il vit. Ça peut paraître tout bête, mais je pense que quand on a une écoute, en fait, on est... Merci. Quand on a une écoute, en fait, et moi, c'est ce qui m'a manqué cruellement quand j'étais développeur, c'est d'avoir personne à qui je pouvais dire, mais là, ras-le-bol, quoi. Faut changer ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça. D'avoir juste quelqu'un qui est capable d'écouter attentivement et peut-être de mettre en place les conditions pour que ça se réalise, c'est, à mon avis, quelque chose d'essentiel. La deuxième chose, c'est ça. Alors voilà. Et c'est quelque chose qui m'a énormément manqué, non pas de faire du cheval, mais quelque chose qui m'a énormément manqué, c'est qu'on délègue doucement du travail. Dans mon équipe, j'ai la chance, j'ai pas de problème pour ça. Dans d'autres équipes, c'est extrêmement compliqué. Parce que, en fait, le développeur est un peu comme le cheval. Il est gentil, hein. Mais, et il est dans un champ où il y a des barrières qui sont mises par le chef de projet. À la différence de ces barrières-là, en fait, les barrières du chef de projet, elles sont pas visibles. Elles sont électriques quand même, hein, mais elles sont pas visibles. Et puis, forcément, comme c'est mon chef de projet, on est un petit peu des petits joueurs, eh ben, on les bouge. Donc elles sont invisibles et elles bougent. Et on dit donc à notre développeur, eh ben, prends des initiatives. Mais attention, si tu vas trop loin, tu vas te faire électrocuter par la barrière. C'est exactement ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Le cheval qui est de bonne composition, il va aller pour savoir jusqu'où il peut aller. Jusqu'à un moment où il va tomber sur une barrière et là ça va lui faire très mal. Et au bout d'un moment, en fait, le cheval il va plus bouger. Et donc là on lui dira mais
prends des initiatives quand même, je ne vais pas faire tout ça, toi tous. Et ben, dans le bouquin donc, de Workout, il y a une solution à ça. C'est être clair sur l'initiative attendue grâce à un tableau de délégation, le delegation board. On met ce sur quoi on veut que les gens prennent des initiatives. Et on va numéroter des colonnes de 1 à 7. Et on va mettre un post-it, parce qu'en agilité, on a des actions chez post-it. Et on va mettre un post-it sur la case qui dit le niveau de délégation attendu de la part de nos gars, en fait. Alors il y a une méthode qui est le delegation poker, que je ne vais pas vous citer là, mais qui permet de savoir un peu où on doit situer les post-it à peu près. Au niveau des cases, ça se passe comme ça. Donc il y a le premier niveau de délégation, on annonce, on dit bah tiens, j'ai fait ça comme choix, c'est moi le boss, et puis j'ai fait ça comme choix, puis tout le monde se tait, c'est ça. Le deuxième niveau en fait, c'est vendre, c'est ah ouais, on va choisir telle méthode parce qu'elle est super bien, Scrum ça a l'air de résoudre plein de problèmes, puis de toute façon c'est déjà choisi. La troisième méthode, enfin le troisième point, c'est on consulte. Donc on dit bon bah voilà, on voudrait choisir une méthode agile. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Enfin, quelle méthode vous pensez être la meilleure? Ou alors on veut choisir un nouveau langage. C'est un petit peu ce qu'on se fait en ce moment. On veut choisir un nouveau langage. Qu'est-ce qu'on choisit en fait? Donc on consulte. Donc déjà vous êtes un chef d'entreprise, vous en êtes là. C'est très bien. Par contre il en reste 4 points. Agréé. Alors là, un chef d'entreprise qu'on est là, il a lâché les chevaux, c'est bon. Lui, c'est-à-dire que agréé, c'est juste, on fait un choix dans le consensus. C'est-à-dire que tout le monde a un vote qui vaut 1. Voilà. Alors, le problème de ça, c'est que ça prend énormément de temps. Faut pas le faire. Sauf si vraiment c'est des points vraiment très très clivants. Hein. Vaut mieux passer dans le point d'après, où les gens vont vous conseiller les gens. Ah bah tiens, moi je choisirais bien plutôt tel langage, si j'étais vous. Et puis, par contre, c'est plus vous qui faites le choix à ce niveau-là. Le choix, maintenant, c'est les autres qui vont le faire. C'est votre équipe, c'est votre groupe, c'est votre société, mais c'est plus vous. Vous êtes juste là comme étant le sage. Le 6e, c'est vous leur demandez de faire un choix, puis après, ils l'ont fait, mais ils viennent vous expliquer pourquoi c'était le meilleur choix. Et en 7, bah, en fait, là, c'est complètement délégué. C'est-à-dire que qu'ils fassent le choix, à la rigueur, ils vous en parlent pas, c'est pas grave, quoi. Voilà. Ça, c'est des barrières qui sont visibles. Et donc, vos développeurs, vos développeurs ou les gens qui sont sous votre giron, en fait, sauront exactement ce qu'ils doivent faire et là où il faut pas, enfin, les choses à pas dépasser. Voilà. Il y en a plein d'autres, des trucs comme ça dans le bouquin de Jürgen Appelo. Il y a les Q2Box qui permettent en fait aux gens de se remercier eux-mêmes, parce qu'un des gros problèmes dans la société, c'est qu'on n'a jamais de reconnaissance. Et c'est vrai. Mon patron, s'il me dit oh, t'as bien bossé, je vais lui dire donc tu vas me payer plus cher. Donc forcément, il ne me remercie pas. Voilà. Mais par contre, les autres développeurs entre eux peuvent se remercier, peuvent se dire toi, tu m'as aidé et je te remercie. Et il y a des outils comme ça dans le management 3.0. Les symboles d'identité, les devises de société, par exemple, on connaît le célèbre truc de Google qui don't be evil, ne soyez pas méchants. Ça, c'est ce qui guide en fait concrètement toute leur stratégie. Moi j'aime bien celle de Gandhi qui est un hébergeur et qui dit no bullshit, pas de conneries en fait. Ça c'est clair aussi, quand on va sur leur site c'est écrit. Et il y a lequel c'est Atlassian aussi. Donc Atlassian c'est ceux qui font des outils agiles. Et Atlassian en fait ça va être des choses comme don't fuck the customer en fait. Voilà. Je pense que c'est clair, je vais pas traduire. Mais c'est ça en fait qui guide leur philosophie. Alors il y a quelque chose en fait, parce que moi donc j'ai lu tout le bouquin, j'ai lu d'autres bouquins, j'ai croisé avec d'autres lectures un peu plus psychologiques sur la psychologie du management, des trucs comme ça, et en fait il y a quelque chose qui ressort. Il y a un mot-clé qui est super désuet en fait, mais vraiment, et tellement enfoui dans le fin fond de notre vocabulaire que jamais on le déterre. Et pourtant, c'est la clé pour construire tous les outils de management 3.0 et pour construire toute relation avec tous les gens. Et ça donne du succès. Et ce super pouvoir-là, c'est la bienveillance. Alors dit comme ça, ça fait super cucu. Il faut dire ce qui est. Sois bienveillant, voilà, sois gentil, machin. Ça marche pas. Donc du coup, si vous êtes que bienveillant, mais que tout le monde autour de vous n'est pas bienveillant, vous allez souffrir dans votre vie, en fait, vraiment. Et donc il y a un TED là-dessus, sur une dame qui s'appelle Juliette Tournant, je crois, et qui présente la bienveillance stratégique. Et c'est celle-là dont je parle. Alors la bienveillance stratégique, c'est quoi?
c'est déjà vous êtes bienveillant. Bah oui. Mais évidemment, la personne avec qui vous allez être bienveillant, que ce soit votre client, votre patron, votre collègue, il doit être aussi bienveillant envers vous. Et c'est quelque chose qui doit être très clair en fait, énoncé très clairement. C'est-à-dire que ouais, je vais te rendre service parce que je sais que tu vas me rendre service. C'est clair. Des fois, c'est difficile. Et elle prend par exemple l'exemple d'une... C'est quoi, c'est une recette de tripes. En fait, elle va chez une de ses grand-mères et puis ça lui fait une recette de tripes en fait. Donc bienveillant pour elle qui n'aime pas les tripes, c'est compliqué. Si elle dit à sa grand-mère, bah, c'est dégueulasse, et bah forcément ça va pas être bienveillant pour sa grand-mère. Donc il va falloir innover en fait. Et c'est là qu'est en fait tout le management 3.0, c'est les clés d'innovation qui permettent de garder en fait ce système-là. Voilà. J'espère que ça va vous être utile. J'espère que vous allez pouvoir vous en servir. Parce que une fois qu'on a commencé à mettre ça en place et qu'on a commencé à rendre les gens heureux, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui se passe, c'est que le monde change autour de vous. Et je vous invite tous à essayer. Voilà. Merci.